La diversité des interventions au cours de ce colloque nous prouve que nous pouvons rendre hommage à Yves Laporte à plus d'un titre, en fait à de très nombreux titres. Je ne reviendrai pas sur le scientifique éminent, le prestigieux directeur de laboratoire, l'enseignant brillant. Cela a été évoqué très bien par ceux qui ont été ses proches collaborateurs lors des précédentes présentations. Je voudrais rendre hommage ici à une autre facette de son action, celle qu'il a déployée comme découvreur et protecteur d'équipes émergentes. Il était très attentif à la scène neurophysiologique française et sa curiosité scientifique allait bien au-delà du fuseau neuromusculaire. C'est ainsi qu'il a remarqué, aidé, soutenu plusieurs équipes dont la thématique était très éloignée de la sienne. Et cela d'ailleurs a été déjà évoqué dans les précédentes interventions. J'ai été un des bénéficiaires de cette protection et je lui en suis très reconnaissant. D'autant que, en ce qui me concerne, cette protection était un pari vraiment risqué dans la mesure où, lors de notre premier contact, je n'avais aucune publication qui soit parue. Et donc, je vais vous raconter quelques anecdotes à ce propos. Tout commença par un lapsus qui me le fit traiter d'animal lors de notre premier contact téléphonique. Il venait d'arriver depuis peu au Collège de France. C'était il y a 40 ans. Pour ma part, je faisais des débuts assez tardifs et poussifs en neurophysiologie humaine. Une fausse manœuvre providentielle m'avait mis par chance sur la trace d'une méthode permettant d'explorer le circuit de Renshaw chez l'homme. Mais, autodidacte formé sur le tas, je ne savais pas rédiger un article scientifique et mes tentatives de publication s'étaient soldées par des échecs répétés. J'avais montré le manuscrit à Jacques Paillard, mais devant ses réjections à répétition, se sentant sans doute plus psycho que neurophysiologiste, il m'avait conseillé de m'adresser à un véritable spécialiste de la neurophysiologie de la moelle épinière chez l'animal. Il insistait bien chez l'animal. Il avait ajouté, et puis, en plus, vous en avez un, si je puis dire, sous la main, très illustre même, en la personne du professeur de neurophysiologie du Collège de France. Certes, mais la très grande réputation scientifique de M. Laporte, comme cela a déjà été dit, le monsieur était rarement omis quand on parlait de lui. Sa très grande réputation scientifique me le faisait considérer comme un monument absolument inabordable par un inconnu, tel que j'étais. Paillard me dit « Essayez toujours, vous n'avez rien à perdre, et puis vous verrez, il a l'esprit ouvert et il est d'une très grande courtoisie. » Bien. J'ai quand même hésité pendant plusieurs jours et puis finalement, je me suis jeté à l'eau et je l'ai appelé au téléphone au collège. Bredouillant de timidité, je lui ai expliqué que je travaillais sur l'exploration de certains circuits de la moelle épinière chez l'homme et que j'aurais aimé bénéficier de ses conseils.
Des conseils à propos de quoi, me dit-il. Alors, encore plus bredouillant de timidité, à propos d'un article qui vient d'être refusé, monsieur. Il essaya d'abord, très courtoisement, d'écarter le fâcheux en faisant valoir qu'il n'avait aucune compétence en neurophysiologie humaine. Puis il me dit, et puis pourquoi n'avez-vous pas fait critiquer ce manuscrit par un spécialiste du domaine avant de le soumettre? Alors je lui répondis que je l'avais fait critiquer par Jacques Paillard, et que c'était Paillard, justement, qui m'avait dit, devant ces réjections multiples, de m'adresser à un animal. Oh, pardon, monsieur, je voulais dire un physiologiste animal. 20 ans plus tard, il s'amusera encore de ce lapsus qui, je le pense, me servit ce jour-là sans doute de sésame. Il me dit alors de lui déposer le manuscrit, on était à la fin juin, il y jetterait un coup d'œil pendant l'été et me rappellerait à la rentrée. Quelle ne fut pas ma surprise que dès le lundi suivant, il m'appelle et me propose de passer au collège pour discuter de ce manuscrit qu'il avait lu pendant le week-end. Alors, il m'expliqua sans embâge que ce manuscrit était mal rédigé, mal construit, trop touffu, beaucoup trop long. Bref, me dit-il, il faut vraiment s'accrocher pour aller au bout. Néanmoins, il y a peut-être quelque chose à en tirer. Réécrivez-le-moi en 5 ou 6 pages, pas plus. Ça vous contraindra à aller à l'essentiel et apportez-moi le résultat à la rentrée. Ce que je fis, mais cette version abrégée ne le satisfit pas du tout. Je refis donc ma copie une 3e fois en profitant de des critiques qu'il m'avait faites. C'était mieux, mais comme l'a dit Daniel Zitnitsky, c'était pas encore ça. Bon, la 4e version sera la bonne. Enfin, si l'on peut dire, je le vois encore m'accueillant en me disant « C'est bien de Séligny, cette fois. Voilà un manuscrit sur lequel on peut travailler. » Et il le réécrivit entièrement. Bien sûr, la publication ne posa aucun problème. Ce sera le début d'une relation qui se poursuivra au fil des années. M. Laporte deviendra le maître que je n'avais pas eu à mes débuts. Il avait très bien saisi les contraintes propres à la neurophysiologie humaine, où la multiplication des expériences contrôle doit pallier l'impossibilité d'avoir des arguments directs. On ne peut pas ici, par exemple, pour valider une hypothèse, s'assurer que le phénomène observé disparaît quand on coupe le nerf qui est supposé en être responsable. Chez l'homme, ça ne se fait pas. Il m'accueillera toujours chaleureusement lorsque je viendrai régulièrement lui présenter de nouveaux résultats expérimentaux. Il jouera très efficacement le rôle de l'avocat du diable, soulevant presque toujours des hypothèses alternatives auxquelles je n'avais pas pensé et qui m'obligeront à pratiquer de nouvelles expériences. C'est ainsi qu'une recherche portant sur l'exploration des circuits de réflexes et autres de la moelle épinière chez l'homme a pu se développer à la Salpêtrière et que grâce à son appui constant, notre laboratoire a pu se développer. Je voudrais terminer en disant qu'au cours des dernières années de sa vie, il lui arrivait encore assez souvent de passer à la Salpêtrière et que c'était toujours une joie pour moi de voir à la fois sa réelle affection et de jouir de son humour.
Merci.